En fait, j'ai vu qu'il y a plusieurs présentations sur Eurobact et donc je me suis dit, je me prends un petit moment aussi pour raconter un petit peu qu'est-ce que c'était toute l'histoire d'Eurobact. Et donc, d'abord, je vais remercier Alexis Tabat, il a quand même pas mal contribué à cette étude qui travaille en Australie là. Donc, je vais parler vite de la base d'Eurobact, en fait, puis je vais vite montrer quelques slides sur qu'est-ce que c'était l'étude Concepts, puis je parle du rôle du centre, et puis je mets surtout à côté un petit peu aussi une autre étude qu'on a faite sur le foie, sur les malades cirrhotiques dans cette étude. Bon, bref, pourquoi parler d'Eurobact? À savoir qu'il y a eu un Eurobact, là c'est l'Eurobact 2, en fait on a un Eurobact 1 aussi qui a été publié en 2012 en Intensive Care Medicine. En fait, c'était un petit peu la même analyse qui a été faite en plus que 160 soins intensifs ICU dans 24 pays. Et en fait, on a refait un petit peu la même étude, c'est pour ça que ça s'appelle Eurobact 2. Vite passé, là, j'ai repris quelques slides de Alexis Tabat. En fait, il y a quand même d'études multicentriques sur les bactériémies treated ou acquired en réanimation. Il n'y en a pas 10 000. Là, il a fait une revue systématique. En fait, il a montré que, en fait, si on prend les études multicentriques avec plus que 5 ICU, il n'y en avait pas beaucoup, une vingtaine, qui ont regardé ça en détail. Qu'est-ce qu'il y avait dans la base Eurobact? Dans la base Eurobact, on avait inclus les patients qui avaient une bactérémie nosocomiale, c'est-à-dire après 48 heures, et qui étaient traités aux ICU, c'est-à-dire où le patient est descendu en ICU dans les 48 heures après la bactérémie, donc il a été traité aux ICU, ou sont acquises en réanimation. Mais on a exclu tous les contaminants, tous les bactérémies qui étaient community acquired, et puis l'outcome principal, c'était la mortalité. Et chaque ICU, c'était une étude multicentrique, chaque ICU pouvait inclure, il avait une phase de recrutement qui était possible, il pouvait recruter sur une année, peut-être commencer à inclure, et on pouvait inclure jusqu'à 10 bactérémies consécutives ou 3 mois de bactérémies consécutives. À la fin, là, il y a un petit peu le network qu'il y avait par rapport à cette étude. Il y avait l'Outcome Rea, puis il y avait quand même la société d'infectiologie européenne qui a aidé un petit peu, puis aussi la société européenne, les IC. Et on avait toute une structure, en fait. On avait les country, puis on avait les national coordinators, et puis on avait les gens qui recrutaient sur le site, et après, on avait là, je ne vais pas entrer dans les détails, il y avait des financements, mais c'est quand même intéressant parce qu'il y avait tout un problème. Ce n'est pas si facile de gérer une étude multicentrique mondiale parce qu'on avait tous des problèmes de TIC, de gestion de tout ça qui a pas mal compliqué l'étude, mais c'est faisable. Qu'est-ce qu'on a créé un petit peu? À savoir qu'il y avait un CRF qui était, il était bien fait, c'était facile à remplir. Et puis, vu qu'on n'avait pas un on-site monitoring, en fait, on a essayé de checker la qualité des données de deux façons. Une façon, disons, un petit peu plus statistique, informatisée, avec des queries automatisées sur les données qu'ils nous envoyaient. Et puis, on avait 3 médecins, en fait, qui ont regardé chaque dossier et ont regardé un petit peu la cohérence de toutes ces données. Il est là, c'est François Barbier, et puis l'autre, il est Alexis Tabat, et l'autre, il est en train de parler. En fait, on a revu tous ces cas, et à la fin, la chose qui se passait, c'est qu'on allait vers les investigateurs, on lui demandait, mais pourquoi tu as mis ça? Il y avait pas mal d'incohérences, on essayait d'augmenter la qualité des données par rapport à tout ça. Ça, c'était un petit peu le flowchart de comment marchaient les données. Le problème, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est arrivé le Covid, et là, on voit que, bon, on était bien parti avec les inclusions de l'étude, puis en janvier, en février, on était vraiment bien mis, et puis bon, il est arrivé le Covid, et puis il a un petit peu compliqué l'histoire. Vous voyez qu'ils sont diminués bien les inclusions. Puis bon, à la fin, on a continué encore à augmenter. À la fin, on est arrivé à 2600 inclusions. Et bon, puis on a eu la possibilité quand même de regarder un petit peu qu'est-ce qui se passait avec les patients Covid, parce qu'on a inclus quand même des patients qui avaient une bactérémie qui avaient le Covid. Donc à la fin, on avait une cohorte de 52 pays, 333 centres et 2600 patients. Là, vous voyez un petit peu les gens à gauche, et c'est la carte du monde, c'était plutôt les centres, la quantité de centres. Donc, plus foncé, c'est les pays, ce sont les pays qui ont avec plus de centres. Et à droite, on voit plutôt les recruiters, c'est-à-dire les bactérémies en queue.
Et bon, dans le top, c'était la Turquie qui a vraiment pas mal inclus. Ils ont fait aussi une étude eux-mêmes. Bon, là, c'est un petit peu la gestion. On a fait plusieurs meetings entre nous. On a regardé un petit peu pas mal de questions de recherche. Et puis après, mais on est en train d'un petit peu les développer, ces questions de recherche. L'étude Princeps, je ne vais pas perdre trop de temps. Comme je l'ai dit, il y avait plus que 300 centres. Et si on regarde un petit peu là, vous voyez la carte à gauche, bon, on ne la voit pas trop bien, mais en fait, la Turquie, elle est vraiment la plus noire, bleu, foncé. En fait, parce qu'ils ont vraiment recruté beaucoup, mais on avait un petit peu partout. Donc, on avait tout le monde qui a recruté. On avait aussi de low et middle income country, plutôt de middle income country, pas beaucoup de low. Mais il y avait vraiment pas mal de centres partout, mais c'était un petit peu plus Europe-centrique, je dirais. Là, 80% des hôpitaux étaient des teaching hospitals, puis la plupart des ICUs étaient, plus que 80, ils étaient mixtes, médical et surgical et chirurgie. Puis le nurse-patient ratio, par exemple, était 2 au niveau de centre. Là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on voit plus ou moins bien ce qu'on a récolté comme données. Il y a le patient qui est à l'hôpital. On avait des données centres. Je vais vous montrer ça après. Puis, on avait des données à l'admission aux soins intensifs. Puis, on avait au timing de la blast stream infection, de la bactériémie. Puis, pour chaque bactériémie, on regardait les germes, les sources. Les germes, on avait l'antibiogramme aussi, les résistances génotypiques, mais là, c'est un petit peu plus compliqué parce que beaucoup de labos, en fait, dans le monde, c'est pas tout le monde qui fait des résistances génotypiques. Puis, on avait toutes des données par rapport au traitement, c'est-à-dire les antibiotiques utilisés de J-7 jusqu'à J-28. Ouais. Et puis, on avait plusieurs outcomes qu'on a regardés. Le plus important, c'était la mortalité à J-28. Clairement, on n'avait pas un suivi extra-hospitalier. On avait seulement le suivi hospitalier. Ouais. Voilà. Seulement rapidement, en fait, par rapport à l'étude Concept, on avait plutôt les bactériémies étaient plutôt ICU acquired, c'est-à-dire il y avait une partie qui était à l'étage, dans les wards, mais en fait, après, ils sont descendus aux ICU, mais celle-là, c'était que 20%, sinon la plupart, c'était vraiment des ICU acquired, c'est-à-dire 80%, ils étaient ICU acquired. On avait 60% qui étaient des grammes négatifs. Les sources plus importantes étaient, comme on le sait, c'était le tractus respiratoire et les cathéters. Et l'adéquation à la thérapie était, dans les 24 heures, était autour de 50%. Ça, vous voyez dans la slide après pourquoi. Parce qu'en fait, si on regarde dans le monde, on a pas mal de problèmes de résistance. Là, il y a les germes. On voit que le Klebsiella pneumoniae, en fait, elle était un quart, c'était résistant au carbapenem. Il y avait, dans l'étude Eurobact, il y avait quand même 7%, si je ne me trompe pas, de E. coli résistants au carbapenem. Et puis, les acinetobactères étaient 85% résistants au carbapenem, versus, par exemple, dans Eurobact 1, où était autour de 68 ou 9. Savoir, dans l'étude de cohorte générale, on avait 37% de mortalité. Et dans les patients qui sont morts, il y avait 27% où il y avait un withdrawal, c'est-à-dire un retrait, un arrêt thérapeutique qui a été fait. Ça, c'était aussi intéressant parce qu'il y avait des différences quand même dans le monde à voir. Ça, c'est notre histoire. On a planifié une petite analyse sur ça. Bon, là, j'entre un petit peu plus dans les nouvelles données qu'on n'a pas encore montrées. En fait, le rôle du centre et du pays par rapport à certains indicateurs. En fait, dans cette base de données, on a récolté des données au niveau individuel, mais aussi au niveau du centre. Et toutes ces données au niveau du centre, on a essayé de les analyser. Et surtout, on a choisi deux main indicators, deux indicateurs principaux. On voulait regarder, parce qu'on n'a pas beaucoup de données, il n'y a pas beaucoup d'études qui peuvent faire ça. On a regardé un petit peu certains facteurs centres, qu'est-ce que c'était l'effet sur l'adéquation de la thérapie, c'est-à-dire un indicateur de processus, ou sur la mortalité, plutôt un indicateur outcome. Et on a essayé de regarder un petit peu l'impact de tout ça. Donc, l'objectif de l'étude que je suis en train de montrer, c'est un petit peu l'effet du centre sur ces deux différents indicateurs. À savoir, la population inclue, je l'ai déjà dit avant, mais en fait, l'idée, c'était dans Eurobact, les centres n'étaient pas payés, donc ils recrutaient les patients gratos, en fait, et donc il n'y avait pas beaucoup on ne pouvait pas, même pas trop demander trop de données comme 200 bactériémies. En fait, chaque centre, il devait inclure 10 bactériémies
ou sinon, il devait quand même inclure plus que au moins 3 mois de bactérémie. Et savoir que les bactérémies qu'on analysait, c'était la première bactérémie qu'on avait dans les centres. Seulement une petite remarque pour l'effet centre, on a quand même essayé de prendre des centres qui avaient recruté au minimum 3 bactérémies ou un nombre important de bactérémies parce qu'il y a quand même des problèmes d'analyse aussi. Si on prend des sondes qui ont seulement une bactérémie, c'est pas bien en fait. Donc, la population n'est pas la même qu'on avait dans les transepts. Par rapport à ces données centres, qu'est-ce qu'on a regardé? On a essayé de regarder la structure des ICU, c'est-à-dire, je vous montre un petit peu après qu'est-ce qu'on a regardé. Puis on a fait 4 catégories. Une, c'était la structure des ICU. La deuxième, c'était comment s'était organisé le laboratoire de microbiologie et les maladies infectieuses. Troisième point, c'était les données par rapport à l'antimicrobienne, la résistance antimicrobienne. Vous verrez après tous les facteurs. Et puis, on est allé encore plus en haut dans la hiérarchie. On est allé regarder aussi des facteurs qui étaient des facteurs pays. Et là, on s'est basé un petit peu sur les données qui sont disponibles un petit peu dans Internet et dans certaines bases de données. Et on a essayé d'analyser ça aussi. Et comme je l'ai dit, on a essayé de regarder l'impact sur 2 indicateurs en processus d'outcome. Les patients, comme je l'ai dit, follow-up, c'était 28 jours ou jusqu'à la sortie de l'hôpital. Méthode statistique, on a fait des analyses statistiques descriptives pour les différents sous-groupes qu'on a créés. Puis on a fait des modèles, des modèles de régression logistique mixte, c'est-à-dire on a mis dans les modèles une hiérarchie dans les données, c'est-à-dire on mettait en effet random pour les centres, on avait des modèles univariés, des modèles multivariés, et puis à savoir pour l'analyse multivariée, on a forcé quand même certaines variables que sont probablement des variables au niveau individuel qui pourraient quand même impacter les résultats même au niveau de centre. Et ça, c'était surtout la présence du choc septique ou par la mortalité, on a aussi choisi le SOFA. Qu'est-ce qu'on a comme population? On la voilà, aujourd'hui, l'analyse principale, c'était 2600 bactérémies. Là, on a réduit un petit peu la population incluse, c'était 2200. Et comme vous voyez, ils étaient un petit peu partout dans le monde, là aussi quand même, sur la droite. Et là, je vous montre un petit peu les résultats par rapport à ces catégories qu'on a créées. La première catégorie, c'était la structure des ICU. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on a regardé, on savait qu'est-ce que c'était le founding, qu'est-ce que c'était le type, qu'est-ce que c'était la structure. On avait des données par les lits, par nurse, pour les lits par docteur, combien de senior doctors on avait, combien de juniors, le nombre de lits ventilés, s'il y avait des intermediate care, des IMC, quel type d'ICU était inclus, et s'il y avait une chirurgie, par exemple, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à partir de tous ces facteurs-là, la chose qu'on a essayé de faire, c'est, bon, regarder, première chose, sur la mortalité dans les 24 heures ou sur la thérapie adéquate dans les 24 heures ou la mortalité à J28. À gauche, on a toujours l'adéquation à la thérapie et à droite, j'ai mis toujours la mortalité. Là, bon, je ne vais pas entrer dans les détails sur tous les facteurs qu'on a analysés par rapport à l'adéquation de la thérapie. Je ne vais pas entrer dans les statistiques univariées, mais on a analysé tous les facteurs que je montrais là. Et en fait, la chose qu'on a remarqué, que par rapport à la thérapie adéquate au niveau de la structure des ICU, il n'y avait pas vraiment des facteurs qui sortaient. Par contre, si on regarde au niveau de tous les facteurs ICU que j'ai mentionnés avant et la mortalité, la chose qui sortait, c'était en fait la présence d'avoir des lits intermediate care, en fait, réduisait. Il avait donc un odds ratio réduit, réduit à 0,63. C'était le facteur qui sortait de ça. Prochaine catégorie, numéro 2, au niveau du laboratoire de microbiologie et l'organisation des ID, des infectious diseases. Là, on avait pas mal de variables aussi. Je n'ai pas listé vraiment tout, mais en fait, on avait l'availability. Si un infectiologue était disponible ou un clinical microbiologist. S'il y avait des pharmaciens, on avait aussi des données par rapport à la fréquence de disponibilité de ces personnes. On a demandé aussi au centre, disons, c'est-à-dire est-ce que l'infectiologue était disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, seulement pendant les working days ou des choses comme ça.
Puis, on avait des données par rapport au TDM, c'est-à-dire, ça veut dire, on avait les données, est-ce que tu fais du TDM, est-ce que tu le fais pour la vancomycine, les aminoglycosides, les bêta-lactamines. Et là aussi, on avait un petit peu demandé combien de fois tu peux le faire et quand c'est available, en fait. On avait des autres variables comme timing of blood culture incubation, le monitoring et reporting des hémocultures positives, comme ils testaient les différents antibiotiques et comme ils reportaient aussi les données de sensibilité aux antibiotiques. Là, comme je l'ai dit, par rapport aux résultats à gauche, thérapie adéquate, à droite, la mortalité. Et là, la chose qui sortait pour la thérapie adéquate, c'était dans la multivariée, c'était d'avoir le TDM pour les aminoglycosides disponible dans quelques heures. Il était associé à une réduction de la mortalité, une amélioration de la thérapie adéquate, c'est-à-dire on avait un odds ratio plus élevé pour la thérapie adéquate. Et par contre, les variables qui sortaient pour la mortalité à J28, c'était aussi le TDM pour les aminoglycosides. Et on avait quand même un gradient, c'est-à-dire si on arrivait à l'avoir plus vite, on avait une mortalité encore plus réduite. Par contre, si on l'avait chaque jour, c'était pas vraiment significatif, mais si on l'avait plus fréquemment, c'était plus significatif. Deuxième chose très intéressante, je trouve, qui donne un petit peu à penser, parce que c'est pas dans tous les pays la même chose. Si on avait un clinical pharmacien disponible 24 heures sur 24, il y avait une tendance vers la réduction de la mortalité. Et c'était un petit peu limite si c'était disponible seulement dans les business hours. Deuxième point, donc là, un petit peu par rapport à l'organisation du laboratoire microbiologie et les maladies infectieuses. Troisième point, la résistance antimicrobienne. Là, on avait aussi des facteurs très intéressants au niveau centre. On savait si on faisait l'SDD ou l'SOD, si on fait des cultures pour les gènes multirésistants, c'est-à-dire là aussi, on avait une fréquence. On savait si on le fait pas, on le fait à la mission, on le fait chaque semaine. Par exemple, dans le monde, c'est pas tout le temps la même chose. On avait des données, c'était quand même, on a demandé beaucoup de choses au centre. On avait des données au niveau résistance antimicrobienne, c'est-à-dire on lui a demandé, bon, c'est quoi ton taux de MRSA dans tes bactériémies, ou qu'est-ce que c'est ton taux de VRE, ou combien de BLS tu as, et combien de carbapéménase tu as dans ton ICU. Et on a mis ensemble toutes ces données-là et on a essayé de regarder sur ces deux processus, ces deux indicateurs. Là, la même chose pour la thérapie adéquate. La chose qui sortait, et ça aussi, c'est un résultat très intéressant, en fait, c'est qu'on a remarqué que si on fait une surveillance weekly, c'est-à-dire chaque semaine hebdomadaire, on avait quand même une augmentation de la probabilité de thérapie adéquate dans les 24 heures. C'est un résultat aussi très intéressant parce que normalement, on fait plutôt ces cultures-là, même pas dans une perspective de thérapie, mais plutôt dans une perspective de contrôle de l'infection pour voir si on a des gènes multirésistants qui tournent. Mais quand même, ça peut quand même aider probablement par rapport à l'adéquation de la thérapie si on a cette stratégie. Et par rapport à la mortalité, la chose qui sortait un petit peu, il sort toujours un petit peu, même si comme infectiologue, on dit tout le temps, oui, les entérocoques ne tuent pas trop. Et en fait, on a remarqué que s'il y avait des pourcentages de VRE très élevés, entre 10 et 25%, il y avait quand même une augmentation de la mortalité. C'est vrai aussi que là, on doit faire un petit peu attention parce que quand même, pas tout le monde pouvait fournir les données de résistance. Voilà. Quatrième point, les facteurs liés au pays. Là, on est allé chercher dans les différentes bases de données qu'il y a dans le monde. On a regardé dans chaque pays qu'est-ce que c'était, où était le pays, qu'est-ce que c'était les income categories, qu'est-ce que c'était qui faisait partie de l'EECD, qu'est-ce que c'était le Human Development Index, je vais parler après de ça, et combien c'était, disons, les dépenses pour la santé. Et en outre, on a aussi regardé pas mal de facteurs qui sont liés à l'antimicrobial stewardship. Il y a pas mal de données par rapport dans ce TRACS, en fait, qui regarde s'il y a un action plan pour la résistance antibiotique, s'il y a un training au niveau du pays, training et professional education sur la résistance antibiotique et toutes ces choses-là. Et on a essayé de regarder qu'est-ce que c'était sur nos deux indicateurs. Là, intéressant, mais la chose qui sort en fait dans les deux côtés, c'est clairement que ce HDI, c'est Human Development Index, si on augmente le Human Development Index et plus
on augmente ces index-là, plus en théorie le pays est bien. Je vais montrer après ce que c'est le HDI. Et en fait, plus on augmentait aussi la thérapie adéquate. Et on avait même le même gradient inverse, en fait, plus augmentait l'HDI, plus on avait une réduction de la mortalité J28. Bon, on arrive là un petit peu vers la discussion de ces résultats. La première chose, c'est à dire que pas beaucoup de monde a ces données-là. De ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup, et surtout pas dans les infections sévères, c'est-à-dire dans les bactérémies aux soins intensifs. Il y a pas mal de facteurs qui quand même sont sortis de cette analyse. Ce sont clairement des associations, mais c'est clairement les facteurs, c'est quelque chose que probablement on aurait pensé qui pourrait être associé ou à l'adéquation de la thérapie ou la mortalité. Là, je vais vite passer, clairement, l'histoire des aminoglycosides, c'est quelque chose qui pourrait être logique. Clairement, on avait un gradient qui montre que probablement si on augmente la fréquence, si on a une bonne monitoring des aminoglycosides, probablement on arrive à réduire la mortalité. C'est vrai que clairement, il y a tellement de biais dans ces études géantes, c'est qu'en fait, ça pourrait simplement représenter un proxy en fait, de ce qui a un système qui marche bien. Et c'est pour ça que, bon, c'est clair qu'il y a un gradient donc, qui part plutôt, probablement c'est vraiment le TDM de l'aminoglycoside qui peut amener des bénéfices, mais ça pourrait être aussi quand même qui reflète simplement un système qui marche bien. Autre chose qui sortait, c'était les clinical pharmacists, et puis la question, c'est tout de suite, bon, mais les choses probablement vont ensemble, parce que probablement on a un système qui marche mieux, donc c'est aussi, ça pourrait être simplement ça. C'est vrai aussi que quand même la collinéarité entre ces deux variables-là n'était pas beaucoup, donc il y avait quand même, ressemblait être quand même indépendante. Donc ça pourrait être comme ça que ces pharmacistes, chose que par exemple chez nous il n'y a pas trop, ils peuvent amener quand même un bénéfice au niveau de la mortalité. C'est surtout dans les patients anglophones, je pense, qui sont très utilisés. L'histoire du screening des MDRO, c'est quand même très intéressant. Comme je l'ai dit, normalement, on l'utilise plutôt pour des stratégies de prévention, mais ça peut quand même aider par rapport à l'adéquation de la thérapie. Il y a toujours la discussion sur les lits intermediate care, les lits de intermediate care, s'ils peuvent amener un bénéfice à l'ICU. C'est clair que probablement, si on a ce type de lit, les patients vont passer pas tout de suite à l'étage, et donc peut-être on peut peut-être mieux les monitorer. Ça pourrait être une interprétation. L'autre interprétation, c'est que probablement les pays où les hôpitaux qui ont ces lits-là, probablement ils sont plus riches, ils marchent beaucoup mieux. Donc il y a les deux choses. Et puis clairement, au niveau pays, clairement, on a une gradient, c'est-à-dire les pays plus riches, ils ont quand même c'est quand même, il y a quand même un impact sur la thérapie adéquate et sur la mortalité aussi. Ça, c'était la première étude. J'essaie de rester dans les 35 minutes de Jean-Ralph. Là, je vais présenter encore rapidement une autre étude qu'on a faite par rapport à cette base de données. Là, je parle plutôt des patients cirrhotiques. En fait, l'idée, c'est que, bon, on sait que les cirrhotiques, c'est complètement différent, le thème là. Les cirrhotiques, bon, ils sont pas mal susceptibles aux infections. Il n'y a quand même pas des milliers d'études, surtout dans les patients critically ill et surtout sur les bactériémies liées aux patients cirrhotiques. Et l'idée, c'était de regarder dans cette base de données qu'est-ce que c'était la différence entre les patients cirrhotiques et les patients non cirrhotiques. Et en fait, de décrire la population, regarder certaines choses qu'on a un petit peu découvertes en regardant les données. Et regarder aussi qu'est-ce que c'était la mortalité par rapport à ces patients qui ont une bactérémie, tous. Donc, la chose qu'on a fait pour cette analyse, c'est inclure seulement les centres qui ont inclus des patients cirrhotiques, parce qu'on ne voulait pas avoir des cirrhotiques de la Turquie qui étaient comparés avec des centres qui n'avaient pas de cirrhotiques en Suède. Donc, on a réduit aussi un petit peu la population. Là, on a fait plutôt des analyses descriptives entre les cirrhotiques et les pas cirrhotiques. Puis, on a quand même vu certaines choses. On a analysé une association qui nous intéressait un petit peu. C'était surtout les bactérémies à Ifficium, à Enterocoque faecium et la cirrhose. Et puis, on a quand même regardé pour les cirrhotiques, avec des modèles multivariés, qu'est-ce que c'était l'impact de la cirrhose sur la mortalité dans les patients qui ont une bactérémie traitée en réanimation. La sélection de la population, là, on part toujours des 2600 bactérémies et 333 centres, mais là, on a réduit quand même, on arrivait à 100 centres, et
un petit peu plus que 1000 patients. Vraiment, on n'avait plus de micro-organismes par patient. Il y avait quand même 10% de bactérémies polymicrobiennes. On avait 1200 micro-organismes. On avait 180 patients sérotiques et 900 patients non sérotiques. La chose, si on regarde un petit peu les différences entre ces deux populations, on avait plus de ward acquisition, c'est-à-dire plus d'acquisition dehors de la réanimation dans les patients sérotiques. Il était autour de 32% versus toutes les autres où ils avaient plutôt 24% qui étaient acquises à l'étage ou pas en réanimation. Et clairement, on avait plus de sources abdominales dans les patients sérotiques, selon l'investigateur. Là, qu'est-ce qu'on voit? C'est une figure, bon, c'est un petit peu petite, mais la chose qu'on voit, c'est la distribution des germes entre les patients sérotiques et les patients non sérotiques. Et première chose à dire, c'est qu'on n'avait plus de bactérémies à gram positif dans les patients sérotiques. On était autour de 42% versus 23%. On n'avait plus, et là on le voit en violet, on n'avait plus de fécium dans les sérotiques. C'était autour de pourcentage de 12% versus 4% dans les non-sérotiques. Il n'y avait pas de différence par rapport à fungal hospital acquired bloodstream infection. Et là, je n'ai pas mis les données. C'était très élevé quand le BLSE, c'était autour de 40% ou quelque chose comme ça. Mais il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Clairement, cette histoire du physium, on a allé un petit peu décortiquer les choses, regarder un petit peu qu'est-ce que c'était l'association. Si on va ajuster pour des facteurs de risque d'une bactérémie à entérocoque physium, si quand même la cirrhose augmente le risque de faire une bactérémie à physium, il y avait quand même un risque plus élevé autour de 2,5%, de 2,5 Lotz ratio, significatif. Et la chose qu'on a remarqué aussi, que les patients avec une cirrhose, ils mouraient beaucoup plus, même si on ajuste pour des facteurs qui sont des facteurs de risque de mortalité dans les patients avec une hospital acquired bloodstream infection. C'était un HR à 1,3. Clairement, la discussion, je ne vais pas parler longtemps de ça, mais c'est clair que c'est quand même intéressant. Il y a quand même des différences entre ces deux types de patients. Les patients, c'est quand même le résultat avec le physium, il est intéressant. C'est clair qu'on peut penser pourquoi on a ça, peut-être parce que la source est plus abdominale, mais quand même en ajustant sur la source, on avait quand même plus de entérocoque physium. On peut quand même se poser la question, il y a des études qui on discute si on doit les traiter empiriquement. Si je ne me souviens plus, la dernière a été faite par Jean-François en 2018 sur la base outcome REA. Et là, sortait que probablement, c'est peut-être mieux les traiter empiriquement, mais on peut discuter de ça. Puis, il n'y avait pas de différence par rapport à les germes multirésistants et par rapport aux germes, au fungal bloodstream infection. Bon, là, j'ai pas mal parlé. Peut-être par rapport aux conclusions, je pense que ces études-là sont quand même importantes et c'est important de les faire. Il faut toujours penser un petit peu au début qu'est-ce qu'on veut analyser parce que si une fois qu'on collecte des données, on peut vraiment faire, si on pense bien à toutes les questions recherche, et là, on s'était pas mal placé et on a listé toute une série de questions recherche qu'on peut se poser en planifiant l'étude. C'est quand même importante, importante, c'est sûrement la qualité des données. Et là, avec ces études-là, on essaye, avec ce qu'on peut, avec les moyens qu'on peut, de checker tout ça avec une machine, mais aussi avec quelqu'un qui comprend un petit peu de tous ces problèmes et des bactérémies. Puis, là, je n'ai pas mentionné, mais on n'a pas fait aussi des autres projets. On a analysé quand même les patients COVID versus non-COVID. Les Turcs, ils ont vraiment beaucoup recruté, ils ont fait leur même étude, ils ont publié ça dans JACC. Et il y a pas mal de projets, on va être présentés après, qui sont en train d'être finis ou presque sur les vieux, les personnes les plus âgées versus les pas les âgés, sur la thérapie adéquate dans les 24 heures, sur les bithérapies, sur les patients immunosupprimés, sur le retrait ou arrêt thérapeutique, le source control, la cynétobactère. Bon, puis moi, j'aimerais faire encore des autres choses, surtout sur les cathéters ou sur le VRE, mais bon, on doit aussi trouver le temps. Et il y a toujours des questions qui arrivent. Et là, je vais remercier tout le monde. Là, on a pas mal travaillé sur cette étude et c'était vraiment un plaisir de le faire. Il y a pas mal, vraiment beaucoup de monde qui s'est vraiment engagé. Et puis, c'est une expérience. Ce serait beau quand même refaire encore une étude comme ça, bien le replanifier. On pourrait l'ajuster encore un petit peu. Ça, c'est compliqué, mais
On pourrait le faire sur les cathéters, par exemple, seulement, les infections liées aux cathéters. Et puis là, j'ai mis en fait, tous les investigateurs et les national coordinators parce que c'est énorme, en fait. Ils ont vraiment donné beaucoup de données et c'était un grand effort. Merci.